Et toi là, qui regarde cette vidéo, qui vient de cliquer sur cette miniature, t'as pas de couilles. T'as pas les couilles de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Tiens, je t'agresse en début de vidéo. Mais elle vient d'où cette expression? L'expression ne pas avoir de couilles. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas avoir les couilles de faire quelque chose? Ça veut dire ne pas avoir le courage nécessaire pour faire cette même chose. Et pourquoi on va lier les couilles, ici, au courage? Et pas parce que dans les couilles, dans les testicules, bah, il y a un truc qui est produit, et ce truc-là produit 95% de l'hormone qui fait qu'un homme est appelé viril, biologiquement, à savoir la testostérone. Alors je sais que sur Internet, on parle énormément de testostérone, il y a beaucoup de fantasmes sur le sujet de la testostérone. Alors ce que j'ai voulu faire aujourd'hui, c'est traiter ce sujet-là. Dans cette vidéo, on va tout comprendre. On va tout comprendre à la testostérone. Qu'est-ce que c'est déjà? Est-ce qu'elle est véritablement, comme le disent certains, en train de baisser collectivement? Qu'est-ce qu'une société sans testostérone? Et quel est le plus grand paradoxe de la testostérone vis-à-vis de la violence? On va répondre à tout ça dans cette vidéo, mais avant tout, je t'invite à liker, à commenter, à partager et surtout à t'abonner à la chaîne de Georges. C'est super important pour le référencement. L'usine à couilles française a disparu. Kessaku, c'est parti. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous parler d'un sujet très important pour moi. C'est un projet que je lance, projet que j'ai appelé le combat pour soi. Comme certains l'ont vu dans les commentaires, je lis les commentaires, hein, les gars, donc je le vois. Comme certains l'ont dit dans les commentaires, depuis un an à peu près, un an et demi, j'ai pas mal changé. J'ai repris pas mal le sport, j'ai perdu 15 kilos, je me suis remis à lire, à bien dormir, à me concentrer. Bref, j'ai un peu repris le contrôle sur ma vie et sur mon existence, là où j'allais, et sur les projets que j'entreprenais. Et j'ai compris qu'avant de vouloir changer le monde et notre pays, ce qui est une très bonne chose, il fallait qu'on réapprenne à se battre. Se battre contre la médiocrité, se battre contre un certain confort, se battre contre la mollesse, contre la distraction permanente, contre le nihilisme. Bref, il fallait lancer un vrai combat pour soi. Et c'est pas une marque que je lance, c'est pas un produit que je vous propose, c'est une idée. Une idée qui est assez simple, à savoir reprendre le contrôle de sa vie, étape par étape, en moins d'un an. Si tu veux intégrer le combat pour soi, j'ai lancé une newsletter. C'est un mail que tu reçois 1 à 2 fois par semaine. La newsletter est évidemment entièrement gratuite. Il n'y a pas de frais chelous, il n'y a pas de publicité cachée, pas de distraction. C'est juste des informations. Et 2 fois par semaine, je te partage les techniques que j'ai utilisées pour aller mieux, des fiches de lecture de bouquins qui m'ont marqué, leurs grandes idées qui m'ont fait avancer, des pistes de réflexion que tu peux suivre si tu veux aller plus loin. En gros, je vais essayer dans cette newsletter de te transmettre le cheminement de pensée que j'ai suivi pour sortir de la merde dans laquelle j'étais. Je vous ferai une vidéo dédiée sur où je me trouvais physiquement, mentalement, émotionnellement il y a un an, mais clairement au fond du trou. Donc si tu as déjà ressenti ça, un manque de motivation pour faire du sport, pour lire, pour te concentrer, des difficultés à rester focus, une dépendance aux réseaux sociaux et plus généralement aux écrans dans ta vie, bah, je te mets un lien dans la description. Et j'espère que vous serez nombreux à passer le cap du combat pour soi. C'est que le début. Il y a plein de projets qui arrivent, il y a plein d'entretiens, il y a plein d'idées que je voudrais lancer liées au combat pour soi. Donc restez connectés. Pour commencer cette vidéo, j'aimerais que vous fassiez une expérience de pensée. Imaginez, vous arrivez dans une pièce et vous voyez 2 mecs. Il y a 2 pélos qui vous attendent dans la pièce. Le premier mec, physiquement, tu le remarques. Il a les épaules larges, il a une vraie présence, son regard est vif, il t'émate dans les yeux. Tu vois. Il a de la répartie, il est à l'aise et il parle fort. Pas trop fort, mais il assume ce qu'il dit. Niveau flow, rien à dire, il est bien sapé, il prend soin de lui, on sent qu'il s'aime, il raquette tes baskets avec de l'attitude, pour ceux qui ont la ref, il est détendu, sans être arrogant, comme je le disais, il vanne, en gros, très simplement, il est charismatique ce mec. Et mentalement, quand il parle, il est convaincu de ce qu'il dit, il s'assume, il est motivé, il a des projets et il a une ligne directrice dans sa vie. Projets qui vont te sembler, à toi, qui l'écoutes, justes et entraînants. Il a une vraie présence, quoi. À tout moment, ce mec, tu le suces. Bref. Et l'autre mec, à côté,
ah bah c'est pas la même. Il a l'air fatigué, il a l'air mou, il a du bide, il a un corps de skinny fat, il a le regard fuyant, il parle doucement, il hésite, il a du mal à s'imposer, il est pas sûr de lui. Quand tu lui parles, il sait pas très bien où il va, il a pas d'ambition, il se repose sur les autres, il procrastine. Si tu veux une analogie, c'est un peu comme un mec qui serait en mode économie d'énergie en permanence. Bref, ce mec-là, c'est une merde. Et le contraste entre les deux est encore plus violent. Et alors, très simplement, biologiquement, c'est quoi la différence fondamentale entre ces deux mecs que tu viens de voir? Eh bien, c'est sans doute leur niveau de testostérone. Et pour m'expliquer, il faut déjà parler, il faut déjà présenter la testostérone. En vrai, c'est quoi la testo? La testo, c'est une hormone. Hormone fabriquée à partir du cholestérol. Même si c'est pas très important pour la suite de notre vidéo, je vous fais un peu le cycle de production de cette hormone. Le cerveau envoie un signal à l'hypophyse et après un petit road trip dans le corps, les testicules se disent « Ok, c'est le moment de produire de la testostérone ». Et une fois produite, la testostérone circule dans le sang et ensuite, comment elle agit dans le corps? C'est assez simple, elle va se fixer sur des récepteurs très spécifiques et elle va moduler ces mêmes récepteurs. Les récepteurs du cerveau, les récepteurs des muscles, des os, de la peau, des organes sexuels et du cœur. Mais tout ça, ça se traduit comment? Ça se traduit par de la motivation, de l'humeur, une saine, j'insiste, agressivité, la croissance des muscles, la solidité des os, la pilosité, la libido et la production de globules rouges. Tout ça peut varier, du coup, en fonction de ton niveau de testostérone. Et là, on commence à comprendre que la testostérone change tout chez un homme. Elle change évidemment physiquement le bonhomme. Plus de testo entraîne une augmentation de la masse musculaire, elle entraîne une augmentation de la pilosité et globalement de tous les changements liés à la puberté. Donc une voix plus grave, plus de poils, plus de barbe, et j'en passe des pas mûrs. C'est l'époque où « mais maman, arrête de me faire chier !» Ça, c'est le moment où on a une augmentation de testo. Et c'est important de retenir qu'il y a un impact mental. La testostérone, elle booste la dopamine et elle va moduler la sérotonine, ce qui va donner à l'individu qui a de la testostérone une vraie, véritable volonté d'agir, une volonté d'oser, d'aller vers les autres et de se poser dans la société. C'est important le rapport à l'autre, notamment modulé par la testostérone. Parce que cette hormone, elle stimule la production d'HTP, donc qui est l'énergie cellulaire. Un mec avec des bons niveaux de testo sera moins fatigué, il sera plus enthousiaste, il sera moins sujet à la dépression, au stress et à l'irritabilité. Et évidemment, il aura une meilleure libido, qui est le carburant du désir sexuel, tout comme il aura une meilleure fertilité. Vous pouvez pas un dessin, mais le mec en manque de testo sera tout l'inverse. Et c'est pour ça que je vous faisais ma petite expérience en début de vidéo, parce que c'est extrêmement visuel. Le mec qui dégage une prestance, c'est parce qu'il a une bonne masse musculaire, parce qu'il a le regard franc, qu'il a l'air heureux, qu'il a l'air motivé et qu'il a l'air sûr de lui. Il a une voix calme, une voix posée, il s'affirme. À l'inverse, le mec mou est fatigué, effacé, il a les épaules tombantes, il a le ventre mou, donc il n'a pas de synthèse protéique, il n'a pas beaucoup de masse musculaire, il a le regard fuyant, il hésite, donc il a moins de dopamine, il a plus de cortisol, l'hormone du stress, et il est fatigué sans motivation, donc moins de vitalité et moins de résistance à la souffrance. Et tout ça, ça va être en partie lié à leur niveau de testostérone. Je dis en partie parce que c'est évidemment multifactoriel. Alors quand on parle de testostérone, sur Internet notamment, on est un peu chez les dingos. Entre les mascus virilistes à outrance à la Andrew Tate et les skinny fat sous Tranxène, il y a assez peu de place, je trouve, à l'analyse froide de ce qu'est cette hormone et de l'impact qu'a cette hormone dans nos vies. Et la question qu'on se pose tous, après avoir vu les conséquences d'un manque de testostérone chez un individu, c'est est-ce que notre société collectivement manque de testostérone? Mais même plus précisément, est-ce que nos sociétés ont perdu de la testostérone depuis l'époque de nos ancêtres? Et la réponse, c'est oui, très clairement. Les preuves scientifiques sont unanimes à ce sujet. Les sociétés occidentales ont perdu drastiquement leur testostérone. En France, 340 000 hommes de plus de 40 ans souffrent actuellement, au moment où je parle, d'un déficit symptomatique en testostérone, soit 2,1% de cette tranche d'âge. Et ce qui est le plus intéressant, ça va être l'évolution de ce manque. Les hommes nés dans les années 80 ont 20 à 30% de testostérone en moins que ceux nés en 1950, à âge égal. Un homme de 65 ans, en 2024, a 17%
de moins de testostérone qu'un homme du même âge en 1987. Et cette tendance est occidentale. Entre 1987 et 2004, le taux de testostérone d'un homme de 65 ans a diminué de 17% dans les études qui ont été faites aux États-Unis et au Danemark. Un homme de 65 ans en 2002 avait 15% de testostérone en moins qu'un homme de 65 ans en 1987. Alors, si je prends cet exemple sur les vieux, c'est parce qu'on a très longtemps pensé que la testostérone chutait naturellement à partir d'un certain âge. Et c'est vrai que la testostérone chute naturellement à partir d'un certain âge. Mais c'est moins vrai que ce qu'on pensait. Et même les vieux d'avant avaient plus de testostérone que nos vieux aujourd'hui. Et avant de voir les conséquences qui sont, à mon sens, dramatiques d'une baisse de la testostérone dans nos sociétés, il faut qu'on cherche le coupable, il faut qu'on mène l'enquête. Qui est responsable de la chute de testostérone dans nos sociétés modernes? Et avant que j'y réponde, donnez-moi vos hypothèses en commentaire, mettez pause, hop, on fait pause, on écrit un peu les hypothèses sur le manque de testo. Ça m'intéresse parce que je pense qu'on se trompe tous, et moi le premier. Moi, j'avais des fausses appréhensions sur les origines de cette baisse de testo. Premier responsable parmi les 4 qui reviennent le plus souvent, c'est l'obésité. On sait que plus il y a d'Oussama Ammar, moins il y a de testo. Pourquoi? Parce que la graisse abdominale active l'enzyme aromatase, je crois, c'est ça, aromatase, j'en parlais avec un spécialiste sur cette chaîne, qui va convertir la testostérone en oestrogène, qui est, vous le savez, l'hormone féminine. L'obésité va entraîner une certaine résistance à l'insuline, qui va réduire la production de testostérone. Et en France, on a une augmentation drastique de l'obésité depuis la fin des années 80, qui entraîne une conséquence assez logique. 50% des diabétiques de type 2 ont un déficit en testostérone. Ensuite, on va avoir notre mode de vie. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'activité physique, l'activité musculaire, la stimulation musculaire qui pousse à la production de testostérone. Moins d'activité pour un individu est égal à moins de testostérone. Et aujourd'hui, si on cite certains chiffres, 80% des Français travaillent assis, 18% des hommes pratiquent régulièrement de la musculation, donc ça veut dire que 82% ne le font pas. Donc tendanciellement, on bouge moins, on s'active moins qu'à l'époque de nos parents et de nos grands-parents. Donc moins de testostérone. Alors on n'est pas des Américains, mais on a quand même 17% des adultes qui sont en situation d'obésité. D'ailleurs, on sait aujourd'hui que l'hypogonadisme, donc la situation où le taux de testostérone est trop bas, explose si on fait moins de 4000 pas par jour, de l'ordre de multiplier ou tripler le taux de hypogonadisme. Parce que inversement, plus tu as du muscle, plus ton corps demande de la testostérone pour l'entretenir. Autre conséquence, le stress. L'activité physique réduit l'hormone du stress, le cortisol, qui va bloquer la production de testostérone. Autre coupable, un peu délaissé parce que les chiffres sont assez flous là-dessus, mais on va avoir les perturbateurs endocriniens. On en parle assez souvent, avec beaucoup de mystère d'ailleurs. C'est des substances chimiques omniprésentes dans notre environnement, notamment dans notre nourriture, qui vont imiter les hormones féminines et donc bloquer les récepteurs masculins. L'exemple le plus connu, je vous mettrai un article en description, c'est le bisphénol A, qui va se fixer sur des récepteurs à oestrogène en envoyant littéralement en fait un faux signal au corps, genre il y a trop d'hormones féminines, il faut réduire la testo. On a certains pesticides qui empêchent la testostérone de se fixer sur des récepteurs dans les muscles, dans le cerveau ou dans les testicules. Et alors, vous allez me dire, mais personne n'est exposé à ces perturbateurs endocriniens, Georges. En France, on a retrouvé ces perturbateurs dans 95% des urines et dans 30% des aliments qu'on a testés. Les chiffres sont assez ouf. Les hommes qui sont en contact professionnel, donc qui bossent au contact de ces pesticides, parce qu'ils sont contenus dans les pesticides notamment, ont 10 à 15% de testo en moins que les autres. Et une étude danoise a montré que les jeunes hommes de 18 ans ont 30% de spermatozoïdes en moins qu'en 1940, en partie à cause de ces mêmes perturbateurs. J'en parlais dans une vidéo que j'ai sortie. Le stress. Le stress active le système de survie du cerveau, et ce système de survie de notre cerveau va sacrifier ce qu'on appelle les fonctions non essentielles, un peu comme les commerces en période de Covid. Et parmi les fonctions non essentielles que sacrifie notre cerveau, il y a la reproduction et donc il y a la testostérone. Le mécanisme est assez simple, l'hormone du stress, le cortisol, utilise les mêmes précurseurs chimiques que la testostérone. Donc plus tu produis du cortisol,
moins tu fabriques de testo. C'est un mouvement de balancier en fait. Donc, plus tu es stressé, moins tu produis de testo. En France, 53% des actifs, donc de ceux qui taffent, de ceux qui bossent, déclarent un stress régulier au travail contre 40% il y a 15 ans. Et les chercheurs qui se sont amusés, ces chercheurs américains, je crois, qui sont amusés à voir des situations où la testostérone baissait drastiquement. Donc, on va avoir les périodes d'examen, donc qui sont des périodes de stress intenses. Et ces périodes d'examen entraînent une chute de 25% de testo, tout comme les périodes de burn-out. Burn-out qui font chuter la testo de 30% par rapport à la normale. Et enfin, le dernier, le manque de sommeil. Puisque le sommeil, c'est le moment où 70% de ta testostérone est produite. Si tu dors mal ou si tu dors peu, tu augmentes ton stress, ton cortisol, tu encules tes signaux liés à la testostérone et donc tu te retrouves en dessous de la norme en production de testostérone. Déjà parce que tu as moins le temps d'en produire, vu que tu dors moins, et surtout parce que ton sommeil n'est pas de qualité, pas récupérateur, et donc ne favorise pas la production de testostérone. Et ensuite, on a plein de facteurs qu'on appelle des micro-facteurs compte tenu des gros facteurs qu'on vient de mentionner. Donc ça va être les médicaments, les antidépresseurs, l'alcool, le tabac, enfin tout ça, tout notre mode de vie en fait, va participer à cette chute de la testostérone. Et alors, à ce moment-là, on va rentrer quelque part dans le cœur du réacteur. Est-ce qu'il y a un facteur, un super facteur, une super explication qui expliquerait la baisse drastique de la testostérone chez les sociétés occidentales? Et pour y répondre, il faut se rappeler à quoi sert la testostérone. Parce que tout à l'heure, je vous ai expliqué les conséquences d'un bon taux de testostérone chez un individu, mais à la base, à quoi sert la testo? Eh bien la testo, elle sert à la compétition et à la survie en milieu hostile. Et la nature est extrêmement bien faite, vous le savez. Si on n'a plus de testo, c'est tout simplement parce que notre corps estime qu'on n'en a plus besoin. On n'a plus de défis physiques, on n'a plus de compétition, au sens primaire du terme, au sens tribal. On a assez peu de risques pour notre survie si on n'habite pas en Seine-Saint-Denis. Donc en fait, on n'a plus besoin de produire de la testo. On avait fait des tests sur des rats et on s'était rendu compte que sans compétition sociale, les rats voyaient une chute de testo de 40%. C'était quasiment devenu des gonzesses. Dans nos sociétés, les hommes n'ont plus à soulever des charges lourdes. Ils ont adopté un mode de vie sédentaire. Ils sont épaulés par des robots. Ils n'ont plus à vivre une compétition hiérarchique, compétition qui a été remplacée par une certaine idée de l'égalitarisme. Ils ont le confort moderne, ils ont le confort étatique. Donc quelque part, ce confort-là éradique la production de testostérone parce qu'elle ne sert plus à rien. Donc si on produit moins de testostérone dans nos sociétés, c'est juste une économie énergétique évolutive. Pourquoi produire une hormone, à savoir la testostérone, si elle ne sert à rien? Notre cerveau, il n'est pas con. Il regarde notre vie et il se dit à quoi bon produire de la testo? Donc on a vu les conséquences d'une baisse de la testo au niveau individuel. C'est le skinny fat dont je vous parlais en début de vidéo. Mais alors, j'aimerais qu'on pose une question qui va faire mal, une question qui va heurter, parce que d'un point de vue collectif, ça donne quoi? Une société sans testostérone. C'est quoi les conséquences d'une société qui perd collectivement la testostérone? Et là, on entre un peu dans mon analyse personnelle, mais que je vais évidemment appuyer sur des travaux de recherche que j'ai pu faire sur le sujet. On l'a dit, la testostérone, c'est l'hormone de la compétition et donc de l'initiative. Une société qui perd sa testostérone est une société qui perd tendanciellement sa capacité d'innovation. Et j'irai même au-delà. C'est une société sans testostérone, qui se satisfait de la médiocrité dans laquelle elle vit. Un exemple qui m'avait beaucoup marqué, que j'avais déjà abordé sur cette chaîne, David Graeber montrait que les hommes occidentaux sont de plus en plus enclins à accepter ce qu'on appelle des bullshit jobs. Ils ont perdu l'élan vital qui leur permettait de se révolter contre l'absurdité de ces boulots et plus généralement de leur existence. On est passé de 10 à 27% de bullshit job en 20 ans. Une société qui perd collectivement sa testostérone et donc c'est toutes les qualités qui vont avec, c'est une société qui ne produit plus d'hommes forts et d'hommes incarnés, qui va commencer à produire des technocrates, des mecs qui ne décident plus, qui ne leadent plus comme on dit en anglais, mais qui réagissent par exemple, politiquement, aux sondages et aux opinions, justement de peur d'être mal vus, qui ne prennent pas l'initiative de se heurter à l'opinion publique. Alors je sais qu'ils ne le voient pas dans ce prisme-là, mais dans la démocratie contre elle-même, c'est un peu le constat que fait Marcel Gauchet. On vit maintenant une époque où les chefs politiques n'incarnent plus rien. Ils se contentent d'épouser ce qu'il appelle les flux d'opinion. Ça devient une simple
gestion du présent. Une société qui perd sa testostérone, c'est aussi une société qui se dévitalise, hein. C'est une société qui refuse en permanence le conflit et l'affrontement. Pourtant, j'en ai fait une vidéo qui sortira bientôt, alors sans doute la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Pourtant, cette conflictualité, cet affrontement, c'est essentiel dans une société. Le débat, la rivalité, la compétition, la défense d'un certain principe, tout ça, c'est des expressions d'un conflit. Conflit qui est civilisé, certes, mais d'un conflit tout de même. Dans la société moderne, on refuse le désaccord. On a peur d'un avis contraire. On cherche en permanence le consensus. On va demander des safe space, des trigger warnings. On va essayer de faire attention à ne pas blesser les sensibilités de chacun. On infantilise en fait la société. Harvard montrait que les sociétés occidentales ont des campus universitaires de malades mentaux, littéralement. Ces campus-là ne savent plus gérer les avis contraires et les pensées opposées. Une majorité d'étudiants jugeaient même légitime d'annuler une conférence si l'intervenant offensait par ses simples propos. Voilà, des mecs sont offensés par des propos. En gros, on ne sait plus faire face au conflit. Et ça, cette absence de conflit dans nos sociétés, je pense qu'il est dû à un baisse du niveau de la testostérone, mais il est surtout à l'origine d'un cercle extrêmement vicieux. Collectivement, une société sans testo, donc une société qui fuit le conflit en permanence, n'arrive plus à désigner l'ennemi. On va trouver à l'ennemi des circonstances atténuantes, on l'excuse, on le protège, on même carrément parfois on le fait venir, on le laisse faire. Pourquoi on fait tout ça vis-à-vis de l'ennemi ? Parce qu'on n'a pas les couilles de le combattre. Je vous rappelle de ce que je vous disais sur les couilles en début de vidéo. Et si on n'a pas les couilles de le combattre, la meilleure solution, c'est de refuser de le voir comme un ennemi. C'est Julian Freud qui parlait de la nécessité de définir l'ennemi en politique. Et je pense que le manque de testostérone nous empêche de définir l'ennemi parce que définir l'ennemi sous-entendrait qu'il faut le combattre. Et comme on est incapable de combattre, on préfère ne pas le définir. Jordan Peterson, il parle d'un cercle vicieux de la décadence hormonale et je trouve que c'est extrêmement judicieux. Quand la virilité collective chute, c'est pas juste une perte de poils ou de muscles, ça c'est caricatural, c'est la fin même de la raison d'être de la société. Je m'explique. Plus on vit dans une société qui est confortable, moins on a de testostérone, puisque la testostérone ne sert plus à rien, puisqu'elle n'est biologiquement plus utile. Moins on a de testostérone, moins on a de la vitalité, une acceptation du conflit, une confiance en soi, et donc moins on produit des hommes capables d'agir. Moins on a d'hommes capables d'agir, plus on est passif dans notre existence, et plus on est passif dans notre existence, plus on se réfugie dans le confort. C'est ça le cercle vicieux. En gros, notre société, avec la chute de la testostérone, elle s'est féminisée. Alors attention, je vous vois venir, la féminisation de la société, c'est pas un jugement de valeur, évidemment. C'est pas non plus ce que je vois trop souvent, à savoir une invasion des femmes au pouvoir ou un complot woke et féministe. C'est pas ça la féminisation de la société. C'est un moment dans l'histoire humaine, un moment dans l'histoire de l'Occident, où les outils de régulation sociale, donc qui sont les moyens qu'a une société de se structurer, de se réguler, ces moyens-là sont progressivement associés à des valeurs féminines. Et on parle de valeurs dominantes. Ça va être la recherche permanente de consensus, comme je le disais, ça va être l'évitement du conflit, ça va être la prudence, donc le refus du risque, ça va être la quête du confort, donc le rejet de l'effort, ça va être le trop-plein d'écoute de soi, donc une société hypersensible, ça va être le refus de la violence, donc une criminalisation du conflit, ça va être des rapports horizontaux, donc fatalement la fin de la verticalité, du leadership, du j'ai raison, donc ta gueule, qui est parfois évidemment nécessaire dans la vie de tous les jours. Et ces valeurs féminines, elles sont pas mauvaises en soi. J'en parlais dans ma vidéo sur la virilité. C'est pas mal d'avoir des valeurs féminines. C'est mal si ces valeurs-là sont hégémoniques, s'il n'y a plus des valeurs viriles et masculines pour contrebalancer ces mêmes valeurs quand c'est nécessaire. Et là, vous allez me dire « Oh Georges, t'abuses, tu caricatures ». Je vais vous donner quelques exemples. Quand on regarde les dépenses économiques, les dépenses publiques de notre pays, on se rend compte que notre dette est en partie liée parce qu'on est dans une société du care, de l'attention. Donc on redistribue. On préfère ça à la production et donc à l'audace. Dans l'éducation nationale, on cherche le consensus. Donc on va supprimer les notes. On va arrêter la verticalité. On va tutoyer les profs. Pour éviter que certains élèves se sentent mal, on va dissimuler le fait qu'ils sont médiocres, tout simplement médiocres. On va leur trouver des excuses. Et du coup, fatalement, on devient des déficients mentaux. Tout ça parce qu'à la base, on refusait le conflit, on refusait la verticalité.
Il y a plein d'autres exemples sur les conséquences très concrètes de la féminisation de notre société au niveau macro, pas au niveau micro, pas au niveau de l'individu, mais au niveau des rapports sociaux eux-mêmes. Et alors, quand on aborde l'idée d'un manque général de testostérone, alors que putain c'est prouvé, hein, on manque de testo, bref, on nous explique souvent, oui, la testostérone, tout comme la virilité, c'est has-been, ça sert plus à rien, on n'a plus besoin de valeur virile, on n'a plus besoin de testostérone. Et j'aimerais, si vous le voulez bien, vous n'avez pas trop le choix, c'est ma vidéo, j'aimerais qu'on interroge cette idée. Cette idée que le confort des sociétés modernes ne nécessite plus de masculinité, de virilité, bref, de tout ce qui émane d'une production saine de testostérone. Premier élément, et j'ai envie de dire premier paradoxe, le confort de vie. Notre confort de vie, il n'est pas tombé du ciel, hein. Il est le fruit d'hommes qui ont eu et défendu des valeurs viriles. Toutes les infrastructures du confort moderne, l'électricité, l'innovation, la technologie, l'exploration, certaines guerres, tout ça, c'est le produit direct de la volonté de dominer son environnement, de sécuriser les siens, de se dépasser individuellement et collectivement, soit précisément des valeurs viriles produites en partie par la testostérone. Il a fallu se lever tôt pour prendre des risques pendant la révolution industrielle pour permettre à la France de dominer, de rayonner sur le monde. Il a fallu crever sur des chantiers pour qu'on puisse voir de notre vivant Notre-Dame. Il a fallu crever à la guerre pour qu'on reste français, je pense notamment à la Première Guerre mondiale. Enfin bref, la France et plus généralement l'Occident se sont construits sous ces valeurs-là liées à la testostérone. Donc le confort de vie dans lequel on est actuellement, il est hérité, il n'est pas auto-généré. Hein. On n'entretient pas ça, on l'a hérité de nos ancêtres. Mais comme on a perdu cette idée de transmission, on se dit que le monde commence à notre naissance et finit à notre mort. Et ça, c'est faux. Donc dire on n'a pas besoin de testostérone parce qu'on vit dans le confort aujourd'hui, c'est oublier qu'il a fallu précisément de la testostérone, qu'il a fallu de la rivalité saine et de la vitalité pour permettre le confort qu'on utilise actuellement. Et l'oublier, c'est se condamner à revivre ces périodes sans confort. Alors on connaît, on la voit tout le temps sur Twitter, cette citation de Michael Hopf qui reprend, je crois, Ibn Khaldoun, qui dit « Les temps durs créent les hommes forts, les hommes forts créent des temps faciles, temps dans lequel on est actuellement, les temps faciles créent des hommes faibles, les bobos, et les hommes faibles créent des temps durs. » Alors un peu la mécanique qui semble être à l'œuvre dans l'histoire humaine. Je pense notamment à la chute de l'Empire romain, à l'aristocratie française avant la Révolution, l'aristocratie russe avant la Révolution de 1917. Bref, le confort crée les temps durs. Deuxième élément, et c'est là où je trouve que c'est le plus malhonnête de la part de certains, c'est ce truc de dire « Oh, nos sociétés actuelles sont pacifiées, on n'a plus besoin de virilité ». Et ceux qui disent ça, ils sont ou parfaitement déficients, ou naïfs, ou malhonnêtes. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, c'est pas qu'on n'a plus besoin de virilité ou de testostérone, c'est qu'on a délégué notre virilité aux autres. Les Français ont externalisé les fonctions viriles à d'autres, notamment à l'État. Qu'est-ce que font les Français quand ils se font agresser ? Ils appellent l'État. Qu'est-ce que font les Français quand ils se font cambrioler ? Ils veulent une loi. Ils appellent la police. Quand quelqu'un parle trop fort dans le métro, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont très contents qu'un Tchad de 2 mètres qui, lui, a une bonne testo, mette une tarte de maçon au casse-couille en question. Donc, c'est pas tellement qu'on n'a plus besoin de vitalité, de virilité ou de testostérone, c'est qu'on espère que quelqu'un d'autre, en l'occurrence la police ou un autre Français, en aura pour nous. On lui a délégué le besoin qu'on avait d'avoir de la testostérone. Les Français se reposent sur des figures viriles externalisées parce que, individuellement, ils en sont plus capables. Et on peut faire une loi, moins il y a de testostérone dans une population, plus on va dépendre de ceux qui en ont encore. Et plus ces gens-là, ou ces entités-là, parce qu'on parle des gens ou de l'État, ont du pouvoir, et plus c'est dangereux. Dangereux dans 3 situations. La première situation, c'est quand l'État, celui sur lequel on a fait dépendre la virilité, quand cette entité-là faillit ou disparaît, on est incapable de se défendre sans lui, incapable de se protéger. Et quand on voit, ça m'avait marqué, ça m'avait même traumatisé, je pense, quand on voit les émeutes qu'il y a eu pour Naël, quand les Français ont compris que l'État pouvait tomber, notamment en plein Paris, puisque les émeutiers étaient venus à Châtelet-Les Halles, ils se sont rendus compte qu'ils étaient devenus des putains de proies sans l'État. Donc le premier danger, c'est quand ces gens ou ces institutions à qui on a délégué la virilité disparaissent. Et quand ces gens-là disparaissent, on disparaît aussi. Le second danger, c'est si ces entités ou ces gens-là deviennent trop puissants. S'ils deviennent trop puissants, ils abusent de leur puissance et nous, on n'a plus rien à leur opposer. Et là, je suis désolé, mais le cas du Covid
ou des impôts est lunaire. Parce que c'est quoi la testostérone? C'est des attributs physiques évidemment, mais c'est aussi une disposition d'esprit. C'est une attitude intérieure, une structure mentale particulière, une affirmation de soi et donc un refus de la soumission. Un refus de la soumission, un courage parce qu'on se dit qu'on défend des valeurs qui nous transcendent. C'est ça ce que procure la testostérone. C'est un peu, si je caricature, l'hormone de celui qui a des principes forts, des principes pour lesquels il peut mourir. La période du confinement, c'est un moment où l'État français a dit à 65 millions de Français, pour les gros, les vieux et les diabétiques, vous allez mettre en pause votre vie, vous allez mettre un masque, vous allez crever vos parents dans des EHPAD, vous allez manger dans une autre pièce que grand-père, vous allez boire votre café assis debout, vous allez rédiger des auto-attestations sur l'honneur pour aller vous faire enculer. Tout ça, excusez-moi, dans une société saine, ça passe pas. Dans une société saine, ce que j'appelle une société saine, dans une société saine, cette soumission absolue à l'État, elle est inconcevable. Autre exemple, les impôts. Dans quelle société, si ce n'est une société qui n'a plus aucune volonté de puissance, aucune vitalité, aucune autonomie, aucun dogme moral sur lequel il se repose, dans quelle société peut-on tolérer qu'une entité extérieure à soi prenne la moitié de ce qu'on gagne à la sueur de notre front? Je rappelle que les impôts, la fiscalité française, c'est 47%. 47%. Et je ne dis pas que moins on a de testo, plus on accepte d'être taxé. Pas du tout. Même si je le pense un peu. En fait, c'est moins on a de testo, moins on a de volonté ou de vitalité. Et moins on a de vitalité, moins on accepte de s'opposer à ce qui nous semble injuste. Moins on a de vitalité, plus on donne de l'importance à ceux qui ont cette vitalité. Parce que sans eux, on meurt. Donc fatalement, moins on a de testostérone, plus on se soumet. Parce que psychiquement, on est biologiquement soumis au plus fort, mais que politiquement, on dépend de plus en plus de celui qui nous protège, en l'occurrence l'État. Et puisque cet État nous protège, on accepte littéralement de se faire enculer à sec par lui, en l'occurrence via les impôts. Une société sans testostérone, selon moi, c'est ça que je vous parlais de mon analyse personnelle tout à l'heure, c'est une société qui est malléable, dépendante et paradoxalement exposée à toutes les dérives autoritaires. Parce que n'ayant plus aucun membre capable de résister à l'emprise de l'État. Et vous allez voir que dans les prochaines années, si on commence à entrer dans ce délire de la surveillance généralisée où l'État va s'introduire un peu partout où il peut aller, il n'y aura pas de révolte. Il n'y aura pas de révolte des Français parce qu'ils ont intégré qu'ils dépendent de l'État pour vivre. Le troisième danger d'une société sans testostérone, ou en tout cas une société qui perd sa testostérone, j'ai été un peu long sur le deuxième danger, mais je trouvais ça important, c'est que la violence, elle est là. Certains disent que la violence revient dans nos sociétés via la guerre, via l'insécurité et compagnie. Mais en fait, selon moi, la violence et le conflit a toujours été là. Il a été parfois larvé, parfois moins bruyant qu'il l'est actuellement, mais le conflit est quand même structurant dans les sociétés humaines. Mais le problème, quand la violence revient, c'est que nos valeurs se sont féminisées, comme je disais tout à l'heure. Et c'est pas un mal en soi, encore une fois, c'est pas un mal en temps de paix d'avoir des valeurs féminines. Mais face à certaines populations, c'est juste inaudible. Donc, quand on est exposé à la violence, par exemple la violence dans les quartiers, violence qui est masculine, violence qui est virile, qui vient d'un trop-plein mal géré de testostérone, la réponse des Français, c'est des méthodes douces, c'est de l'empathie, c'est de l'éducation, c'est de la médiation. En fait, on ne parle plus le même langage que certaines populations sur notre sol, parce que nos valeurs se sont féminisées et les leurs restent des valeurs viriles non canalisées. Parce qu'on est juste plus capable, collectivement, de produire la testostérone et le conflit qui serait nécessaire pour contenir sainement d'autres formes de testostérone. C'est malheureux, mais face à la virilité non maîtrisée dans certains quartiers, il n'y a plus la virilité maîtrisée de l'État ou des Français. Donc les Français ont délégué leur vitalité à l'État, l'État est devenu omniprésent chez eux, cet État adapte sa réponse, qui est parfois très virile et testostéronée avec celui qui ne le menace pas, à savoir les Français, et très féminisée et faible avec les vraies menaces. Et du coup, mécaniquement, la violence, elle augmente. Dans une société qui criminalise la testostérone, va se développer
naturellement, mathématiquement, des contre-sociétés sauvages où la testostérone brute et débridée règne sans loi. Et quand je dis une testostérone brute et débridée, comment ne pas penser au développement ultra-violent du narcotrafic en France, de l'islamisme, des règlements de compte dans les banlieues. Enfin, j'ai vu que ça se donnait des coups de machette pour un regard. Enfin, sérieusement, quoi. Enfin bref, ça, l'insécurité dans les lieux collectifs, dans les lieux de vie collectifs, tout ça, c'est une testostérone, une masculinité qui n'a pas été contenue. Et face à cette masculinité et cette testostérone débridée, sauvage, eh ben en face, on aurait dû opposer une testostérone et une vitalité maîtrisée, civilisée. Sauf que comme on a féminisé nos valeurs, on s'est interdit d'être violent. Et là, ma conclusion, elle va être contre-intuitive, mais selon moi, elle est vraie. Moins de testostérone dans une société entraîne paradoxalement plus de violence, dans un premier temps, dans les marges de la société, et puis à terme, plus de violence dans la société tout court. Ce qu'il faut, c'est pas renoncer à la testostérone, à la vitalité et à la virilité. Au contraire, il faut cultiver ces valeurs avec un objectif, que ce soit un objectif de protection de la nation, de défense du bien, de la lutte contre le mal, du respect, de l'ordre, ou je ne sais pas, chacun voit Mehdi à sa porte après le foot, mais il faut cultiver cette vitalité et cette masculinité pour un objectif qui nous dépasse. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner à la chaîne de Georges. Je vous ai mis le lien dans la description pour ma newsletter, pour le combat pour soi. J'espère vous voir très nombreux vous inscrire à cette newsletter. Ça me fait très plaisir. J'espère que vous expérimenterez les changements que j'ai pu expérimenter dans ma vie cette dernière année. Prenez soin de vous et de vos proches. Levez les yeux, le monde est beau, vive la France et vive ce qu'il en reste. Time!